Chapitre 1. Je suis né le 13 mai 1800 dans une ville du Languedoc où l'on trouve, comme dans toutes les villes du Midi, beaucoup de soleil, pas mal de poussière, un couvent de carmélites et 2 ou 3 monuments romains. Mon père, M. Essette, qui faisait à cette époque le commerce des foulards, avait, aux portes de la ville, une grande fabrique dans un pan de laquelle il s'était taillé une habitation commode, tout ombragée de platanes et séparée des ateliers par un vaste jardin. C'est là que je suis venu au monde et que j'ai passé les premières, les seules bonnes années de ma vie. Aussi, ma mémoire reconnaissante a-t-elle gardé du jardin, de la fabrique et des platanes un impérissable souvenir, et lorsqu'à la ruine de mes parents il m'a fallu me séparer de ces choses, je les ai positivement regrettées comme des êtres. Je dois dire pour commencer que ma naissance ne porta pas bonheur à la maison Essette. La vieille Anou, notre cuisinière, m'a souvent conté depuis comme quoi mon père, en voyage à ce moment, reçut en même temps la nouvelle de mon apparition dans le monde et celle de la disparition d'un de ses clients de Marseille, qui lui emportait plus de 40 000 francs. Si bien que M. Essette, heureux et désolé du même coup, se demandait, comme l'autre, s'il devait pleurer pour la disparition du client de Marseille ou rire pour l'heureuse arrivée du petit Daniel. Il fallait pleurer, mon bon monsieur Essette, il fallait pleurer doublement. C'est une vérité, je fus la mauvaise étoile de mes parents. Du jour de ma naissance, d'incroyables malheurs les assaillirent par 20 endroits. D'abord, nous eûmes le client de Marseille, puis 2 fois le feu dans la même année, puis la grève des ourdisseuses, puis notre brouille avec l'oncle Baptiste, puis un procès très coûteux avec nos marchands de couleurs, puis, enfin, la révolution de 1800, qui nous donna le coup de grâce. À partir de ce moment, la fabrique ne battit plus que d'une aile. Petit à petit, les ateliers se vidèrent. Chaque semaine, un métier à bas, chaque mois, une table d'impression de moins. C'était pitié de voir la vie s'en aller de notre maison, comme d'un corps malade, lentement, tous les jours, un peu. Une fois, on n'entra plus dans les salles du second. Une autre fois, la cour du fond fut condamnée. Cela dura ainsi pendant 2 ans. Pendant 2 ans, la fabrique agonisa. Enfin, un jour, les ouvriers ne vinrent plus. La cloche des ateliers ne sonna pas. Le puits à roue cessa de grincer. L'eau des grands bassins dans lesquels on lavait les tissus demeura immobile. Et bientôt, dans toute la fabrique, il ne resta plus que monsieur et madame Essette, la vieille Anou, mon frère Jacques et moi. Puis là-bas, dans le fond, pour garder les ateliers, le concierge Colombe et son fils le petit Rouget. C'était fini, nous étions ruinés. J'avais alors 6 ou 7 ans. Comme j'étais très frêle et maladif, mes parents n'avaient pas voulu m'envoyer à l'école. Ma mère m'avait seulement appris à lire et à écrire, plus quelques mots d'espagnol et 2 ou 3 airs de guitare, à l'aide desquels on m'avait fait, dans la famille, une réputation de petit prodige. Grâce à ce système d'éducation, je ne bougeais jamais de chez nous et je pus assister dans tous les détails à l'agonie de la maison Essette. Ce spectacle me laissa froid, je l'avoue. Même, je trouvais à notre ruine ce côté très agréable que je pouvais gambader à ma guise par toute la fabrique, ce qui du temps des ouvriers ne m'était permis que le dimanche. Je disais gravement au petit Rouget: « Maintenant la fabrique est à moi, on me l'a donnée pour jouer. » Et le petit Rouget me croyait. Il croyait tout ce que je lui disais, cet imbécile. À la maison, par exemple, tout le monde ne prit pas notre débâcle aussi gaiement. Tout à coup, M. Essette devint terrible. C'était dans l'habitude d'une nature enflammée, violente, exagérée, aimant les cris, la casse et les tonnerres. Au fond, un très excellent homme, ayant seulement la main leste, le verbe haut et l'impérieux besoin de donner tremblement à tout ce qui l'entourait.
La mauvaise fortune, au lieu de l'abattre, l'exaspéra. Du soir au matin, ce fut une colère formidable qui, ne sachant à qui s'en prendre, s'attaquait à tout. Au soleil, au Mistral, à Jacques, à la vieille Anou, à la Révolution. Oh, surtout à la Révolution. À entendre mon père, vous auriez juré que cette Révolution de 1800, qui nous avait mis à mal, était spécialement dirigée contre nous. Aussi, je vous prie de croire que les révolutionnaires n'étaient pas en odeur de sainteté dans la maison S7. Dieu sait ce que nous avons dit de ces messieurs en ce temps-là. Encore aujourd'hui, quand le vieux papa S7, que Dieu me le conserve, sent venir son accès de goutte, il s'étend péniblement sur sa chaise longue et nous l'entendons dire « Oh, ces révolutionnaires !» À l'époque dont je vous parle, M. S7 n'avait pas la goutte. Et la douleur de se voir ruiné en avait fait un homme terrible que personne ne pouvait approcher. Il fallut le saigner 2 fois en 15 jours. Autour de lui, chacun se taisait. On avait peur. À table, nous demandions du pain à voix basse. On n'osait même pas pleurer devant lui. Aussi, dès qu'il avait tourné les talons, ce n'était qu'un sanglot d'un bout de la maison à l'autre. Ma mère, la vieille Anou, mon frère Jacques et aussi mon grand frère l'abbé, lorsqu'ils venaient nous voir, tout le monde s'y mettait. Ma mère, cela se conçoit, pleurait de voir monsieur S7 malheureux. L'abbé et la vieille Anou pleuraient de voir pleurer madame S7. Quant à Jacques, trop jeune encore pour comprendre nos malheurs, il avait à peine 2 ans de plus que moi, il pleurait par besoin, pour le plaisir. Un singulier enfant que mon frère Jacques, en voilà un qui avait le don des larmes. D'aussi loin qu'il me souvienne, je le vois les yeux rouges et la joue ruisselante. Le soir, le matin, de jour, de nuit, en classe, à la maison, en promenade, il pleurait sans cesse, il pleurait partout. Quand on lui disait « Qu'as-tu » il répondait en sanglotant « Je n'ai rien ». Et le plus curieux, c'est qu'il n'avait rien. Il pleurait comme on se mouche plus souvent, voilà tout. Quelquefois, M. S7, exaspéré, disait à ma mère « Cet enfant est ridicule, regardez-le, c'est un fleuve ». À quoi Mme S7 répondait de sa voix douce « Que veux-tu, mon ami, cela passera en grandissant. À son âge, j'étais comme lui. » En attendant, Jacques grandissait. Il grandissait beaucoup même. Et cela ne lui passait pas. Tout au contraire, la singulière aptitude qu'avait cet étrange garçon à répandre sans raison des averses de larmes allait chaque jour en augmentant. Aussi, la désolation de nos parents lui fut une grande fortune. C'est pour le coup qu'il s'en donna de sangloter à son aise, des journées entières, sans que personne vînt lui dire « Qu'as-tu » En somme, pour Jacques comme pour moi, notre ruine avait son joli côté. Pour ma part, j'étais très heureux. On ne s'occupait plus de moi. J'en profitais pour jouer tout le jour avec Rouget parmi les ateliers déserts, où nos pas sonnaient comme dans une église, et les grandes cours abandonnées que l'herbe envahissait déjà. Ce jeune Rouget, fils du concierge Colombe, était un gros garçon d'une 12aine d'années. Fort comme un bœuf, dévoué comme un chien, bête comme une oie, et remarquable surtout par une chevelure rouge à laquelle il devait son surnom de Rouget. Seulement, je vais vous dire, Rouget, pour moi, n'était pas Rouget. Il était tout à tour mon fidèle Vendredi, une tribu de sauvages, un équipage révolté, tout ce qu'on voulait. Moi-même, en ce temps-là, je ne m'appelais pas Daniel S7. J'étais cet homme singulier, vêtu de peau de bête, dont on venait de me donner les aventures. Master Crusoe lui-même. 12 folies. Le soir, après souper, je relisais mon Robinson. Je l'apprenais par cœur. Le jour, je le jouais. Je le jouais avec rage. Et tout ce qui m'entourait, je l'enrôlais dans ma comédie. La fabrique n'était plus la fabrique, c'était mon île déserte. Oh,
bien déserte. Les bassins jouaient le rôle d'océan. Le jardin faisait une forêt vierge. Il y avait dans les platanes un tas de cigales qui étaient de la pièce et qui ne le savaient pas. Rouget, lui non plus, ne se doutait guère de l'importance de son rôle. Si on lui avait demandé ce que c'était que Robinson, on l'aurait bien embarrassé. Pourtant, je dois dire qu'il tenait son emploi avec la plus grande conviction et que, pour imiter le rugissement des sauvages, il n'y en avait pas comme lui. Où avait-il appris? Je l'ignore. Toujours est-il que ces grands rugissements de sauvages qu'il allait chercher dans le fond de sa gorge, en agitant sa forte crinière rouge, auraient fait frémir les plus braves. Moi-même, Robinson, j'en avais quelquefois le cœur bouleversé et j'étais obligée de lui dire à voix basse « Pas si fort, Rouget, tu me fais peur !» Malheureusement, si Rouget imitait le cri des sauvages très bien, il savait encore mieux dire les gros mots d'enfant de la rue et jurer le nom de notre Seigneur. Tout en jouant, j'appris à faire comme lui. Et un jour, en pleine table, un formidable juron m'échappa, je ne sais comment. Consternation générale. « Qui t'a appris cela? Où l'as-tu entendu ?» Ce fut un événement. Monsieur Essette parla tout de suite de me mettre en maison de correction. Mon grand frère, l'abbé, dit qu'avant toute chose, on devait m'envoyer à Confesse, puisque j'avais l'âge de raison. On me mena à Confesse. Grande affaire. Il fallait ramasser dans tous les coins de ma conscience un tas de vieux péchés qui traînaient là depuis 7 ans. Je ne dormis pas de 2 nuits. C'est qu'il y en avait toute une panérée de ces diables de péchés. J'avais mis les plus petits dessus, mais c'est égal, les autres se voyaient. Et lorsque, agenouillé dans la petite armoire de chêne, il fallut montrer tout cela au curé des Récollets, je crus que je mourrais de peur et de confusion. Ce fut fini. Je ne voulus plus jouer avec Rouget. Je savais maintenant, c'est saint Paul qui l'a dit et le curé des Récollets me le répéta, que le démon rôde éternellement autour de nous comme un lion. Quærens quem devoret. Oh, ce quærens quem devoret, quelle impression il me fit. Je savais aussi que cet intrigant de Lucifer prend tous les visages qu'il veut pour vous tenter. Et vous ne m'auriez pas ôté de l'idée qu'il s'était caché dans la peau de Rouget pour m'apprendre à jurer le nom de Dieu. Aussi, mon premier soin en rentrant à la fabrique fut d'avertir Vendredi, qui lui a resté chez lui dorénavant. Infortuné Vendredi. Cette case lui creva le cœur, mais il s'y conforma sans une plainte. Quelquefois, je l'apercevais debout sur la porte de la loge, du côté des ateliers. Il se tenait là, tristement, et lorsqu'il voyait que je le regardais, le malheureux poussait pour m'attendrir les plus effroyables rugissements, en agitant sa crinière flamboyante. Mais plus il rugissait, plus je me tenais loin. Je trouvais qu'il ressemblait au fameux lion Quærens. Je lui criais « Va-t'en, tu me fais horreur !» Rouget s'obstina à rugir ainsi pendant quelques jours. Puis un matin, son père, fatigué de ses rugissements à domicile, l'envoya rugir en apprentissage, et je ne le revis plus. Mon enthousiasme pour Robinson n'en fut pas un instant refroidi. Tout juste vers ce temps-là, l'oncle Baptiste se dégoûta subitement de son perroquet et me le donna. Ce perroquet remplaça Vendredi. Je l'installai dans une belle cage au fond de ma résidence d'hiver et me voilà, plus crusoé que jamais, passant mes journées en tête-à-tête avec cet intéressant volatile et cherchant à lui faire dire « Robinson, mon pauvre Robinson !» Comprenez-vous cela? Ce perroquet que l'oncle Baptiste m'avait donné pour se débarrasser de son éternel bavardage s'obstina à ne pas parler dès qu'il fut à moi. Pas plus mon pauvre Robinson qu'autre chose. Jamais je n'en pus rien tirer. Malgré cela, je l'aimais beaucoup et j'en avais le plus grand soin.
Nous vivions ainsi, mon perroquet et moi, dans la plus austère solitude, lorsqu'un matin, il m'arriva une chose vraiment extraordinaire. Ce jour-là, j'avais quitté ma cabane de bonne heure et je faisais, armé jusqu'aux dents, un voyage d'exploration à travers mon île. Tout à coup, je vis venir de mon côté un groupe de 3 ou 4 personnes qui parlaient à voix très haute et gesticulaient vivement. Juste Dieu, des hommes dans mon île. Je n'eus que le temps de me jeter derrière un bouquet de lauriers, à plat ventre s'il vous plaît. Les hommes passèrent près de moi sans me voir. Je crus distinguer la voix du concierge Colombe, ce qui me rassura un peu. Mais c'est égal. Dès qu'ils furent loin, je sortis de ma cachette et je les suivis à distance pour voir ce que tout cela deviendrait. Ces étrangers restèrent longtemps dans mon île. Ils la visitèrent d'un bout à l'autre dans tous ses détails. Je les vis entrer dans mes grottes et sonder avec leurs cannes la profondeur de mes océans. De temps en temps, ils s'arrêtaient et remuaient la tête. Toute ma crainte était qu'ils ne vinssent à découvrir mes résidences. Que serais-je devenu, grand Dieu? Heureusement, il n'en fut rien. Et au bout d'une demi-heure, les hommes se retirèrent sans se douter seulement que l'île était habitée. Dès qu'ils furent partis, je courus m'enfermer dans une de mes cabanes et passai là le reste du jour à me demander quels étaient ces hommes et ce qu'ils étaient venus faire. J'allais le savoir bientôt. Le soir, à souper, M. Essette nous annonça solennellement que la fabrique était vendue et que, dans un mois, nous partirions tous pour Lyon où nous allions demeurer désormais. Ce fut un coup terrible. Il me sembla que le ciel croulait. La fabrique vendue? Eh bien, et mon île, mes grottes, mes cabanes? Hélas, l'île, les grottes, les cabanes, M. Essette avait tout vendu. Il fallait tout quitter. Dieu que je pleurais. Pendant un mois, tandis qu'à la maison on emballait les glaces, la vaisselle, je me promenais triste et seule dans ma chère fabrique. Je n'avais plus le cœur à jouer. Vous pensez? Oh, non. J'allais m'asseoir dans tous les coins, et regardant les objets autour de moi, je leur parlais comme à des personnes. Je disais aux platanes, « Adieu mes chers amis », et au bassin, « C'est fini, nous ne nous verrons plus ». Il y avait dans le fond du jardin un grand grenadier dont les belles fleurs rouges s'épanouissaient au soleil. Je lui dis en sanglotant, « Donne-moi une de tes fleurs ». Il me la donna. Je la mis dans ma poitrine, en souvenir de lui. J'étais très malheureux. Pourtant, au milieu de cette grande douleur, 2 choses me faisaient sourire. D'abord, la pensée de monter sur un navire, puis la permission qu'on m'avait donnée d'emporter mon perroquet avec moi. Je me disais que Robinson avait quitté son île dans des conditions à peu près semblables, et cela me donnait du courage. Enfin, le jour du départ arriva. M. Essette était déjà à Lyon depuis une semaine. Il avait pris les devants avec les gros meubles. Je partis donc en compagnie de Jacques, de ma mère et de la vieille Anou. Mon grand frère, l'abbé, ne partait pas, mais il nous accompagna jusqu'à la diligence de Beaucaire. Et aussi le concierge Colombe nous accompagna. C'est lui qui marchait devant, en poussant une énorme brouette chargée de malles. Derrière venait mon frère l'abbé, donnant le bras à madame Essette. Mon pauvre abbé que je ne devais plus revoir. La vieille Anou marchait ensuite, flanquée d'un énorme parapluie bleu et de Jacques, qui était bien content d'aller à Lyon, mais qui sanglotait tout de même. Enfin, à la queue de la colonne venait Daniel Essette, portant gravement la cage du perroquet et se retournant à chaque pas du côté de sa chère fabrique. À mesure que la caravane s'éloignait, l'arbre aux grenades se haussait tant qu'il pouvait par-dessus les murs du jardin pour la voir encore une fois. Les platanes agitaient leurs branches en signe d'adieu. Daniel Essette, très ému, leur envoyait des baisers à tous, furtivement et du bout des doigts.
Je quittais mon île le 30 septembre 1800.